Pour en discuter, je reçois Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonsoir. Bonsoir, M. Cossette. Alors, une première rencontre entre les dirigeants des deux pays depuis 2017. Selon vous, à l'issue de cette rencontre, peut-on parler d'un succès pour le Canada? Je pense que oui, là, ça marque un changement de ton et le recalibrage des relations avec la Chine, qui avait été entrepris peu de temps après l'élection de M. Carney, qui avait été suivi par une rencontre à New York entre les deux premiers ministres, la visite plus récemment à Pékin de la ministre Annan, la tenue de la commission mixte sur le commerce et l'économie, et maintenant cette rencontre au plus haut niveau, je pense que ça signifie qu'on a le cadre pour accroître les échanges et reprendre le dialogue. Et je pense que ça va être... Et tout ça arrive à un très bon moment. M. Carney parle d'un point tournant, mais pour l'instant, il n'y a eu aucune avancée concrète sur les enjeux commerciaux entre les deux pays. Les droits de douane canadiens sur les véhicules électriques chinois demeurent en place, tout comme les tarifs chinois sur le canola, le porc, les fruits de mer. Dans quelle mesure devrait-on s'attendre à avoir des progrès concrets sur ces dossiers? Bien, moi, je pense que c'était... D'abord, ça a été une rencontre assez courte, là, de 30 à 40 minutes. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont convenu que les discussions s'accélèrent parce qu'en fait, il faut comprendre que si M. Carney se rend l'an prochain à Pékin, il va vouloir avoir des résultats. On sait d'autre part que le ministre du Commerce international doit se rendre à Pékin bientôt. Le ministre de l'Agriculture est dans la région actuellement, ce qui veut dire que les contacts au niveau des fonctionnaires, au niveau ministériel, continue. Et puis pour régler les tarifs, bien sûr, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de discussions. Et si le Canada avait suivi la procédure qui est agréée par l'Organisation mondiale du commerce, il aurait fait une étude en bonne et due forme et probablement que le résultat aurait été qu'il y aurait eu quand même des tarifs parce que on sait que les constructeurs automobiles chinois sont très subventionnés, mais ça aurait été des tarifs, je dirais, probablement entre 15 et 35 %. C'est peut-être là où on va arriver, en fin de compte, mais on a encore besoin de travailler là-dessus. Puis, je pense aussi, d'autre part, que M. Carney est très conscient de l'impact considérable que les tarifs chinois ont sur les fermiers de l'Ouest canadien, mais aussi sur les producteurs de porc du Québec et les pêcheurs de l'Atlantique qui envoyaient beaucoup de fruits de mer en Chine. Et on devrait avoir des développements là-dessus au cours des prochains mois. Parce qu'ici au Canada, la question est quand même délicate. Pékin veut que le Canada lève ses tarifs sur les véhicules électriques chinois, mais c'est une proposition évidemment rejetée vivement par l'industrie automobile ici au pays. Alors, comment le gouvernement Carney peut-il vraiment gérer ces exigences contradictoires? Bien, il faut dire aussi que Donald Trump lui-même a dit qu'il ne voulait pas avoir d'auto canadienne. C'est peut-être que le pacte de l'auto est en danger. Puis je pense aussi que M. Carney est très préoccupé par le renouvellement de l'accord de libre-échange avec les Américains. C'est fort possible que Donald Trump pose des conditions qui sont inacceptables et donc ça voudrait dire que si les États-Unis se retirent de l'accord, que 85 % de nos exportations aux États-Unis qui sont actuellement protégées seraient sujettes à des tarifs, d'où l'urgence de mieux utiliser les marchés actuels ou d'en trouver de nouveaux. Et puis d'autre part, pour les tarifs sur les voitures chinoises, on pourrait arriver une proposition où on dirait aux constructeurs chinois, venez vous établir ici pour desservir le marché canadien. Et tel qu'ils avaient posé des conditions lorsque GM Canada est allé à Shanghai construire une usine pour fabriquer des Buick Regal, on pourrait dire, vous fabriquez vos automobiles au Canada, mais après 3 ans, il doit y avoir 40 % de contenu canadien. Après 10 ans, il doit y avoir 100 % de contenu canadien, ce qui assurerait des emplois, surtout en Ontario, où on a déjà commencé à en perdre des emplois. Moi, je pense qu'on est à ce stade-là où il faut remettre en question la nature de notre politique industrielle, sachant qu'on peut encore avoir
beaucoup de problèmes avec les Américains. Il y a quand même tout un climat d'incertitude, mais aussi de méfiance. Ce n'était qu'en avril, lors d'un débat électoral, que M. Carney qualifiait la Chine de la plus grande menace pour la sécurité du Canada. Évidemment, le Canada demeure coincé entre la Chine ascendante et les États-Unis qui, eux, se replient de plus en plus sur eux-mêmes, tournant le dos au libre-échange et à leurs anciennes alliances. Quelle stratégie s'impose pour le Canada? Je pense que c'est important de diversifier et de créer des alliances, autant avec des pays alignés que non alignés. Par exemple, si je pense à l'accord de libre-échange compréhensif et global transpacifique, il y a des partenaires là-dedans comme le Vietnam avec qui on n'est pas vraiment aligné sur le plan idéologique, mais on peut faire du commerce ensemble. Et d'autre part, je peux vous dire aussi que j'étais à une conférence à Ottawa plus tôt cette semaine où la ministre Annan est venue nous parler. Elle a dit: avec la Chine, on veut un partenariat stratégique, mais on va renforcer les contrôles ici pour empêcher l'ingérence chinoise dans les affaires canadiennes. Moi, je pense que de ce côté-là, le but de M. Carney, quand il va se rendre en Chine, là, il va avoir le temps de soulever toutes ces questions-là d'espionnage, d'ingérence, pour dire que ça constitue des lignes rouges pour le Canada, qu'il n'y aura aucune tolérance. Et ça devrait rassurer les Canadiens. Et rapidement, parce qu'il nous reste seulement 30 secondes, mais peut-être un mot sur cette entente qui a été conclue entre Donald Trump et le président Xi. Les deux dirigeants le présentent comme un succès. Vous, quelle analyse est-ce que vous en faites? Moi, je dirais que c'est un succès très limité. En fait, ce qu'ils se sont entendus, c'est sur une trêve qui va durer 1 an. Là-dessus, la Chine, clairement, a le dessus sur les États-Unis grâce à leur contrôle des minéraux critiques et des terres rares. C'est Donald Trump qui a dû faire des concessions. Il s'est engagé à exporter davantage de haute technologie. Et donc, dans tout ça, la Chine est peut-être le seul pays qui peut vraiment tenir tête aux Américains. Monsieur Saint-Jacques, merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup.